Il y a eu la révolution culturelle, mai 68, les Rolling Stones, les Cheveux Longs, les Black Panthers, les Palestiniens, l'Underground, et depuis 2-3 ans, plus rien. Est-ce que je dois te rappeler que t'es pas chez toi? Arrête de m'appeler mon ami déjà. Toi et moi, on n'est pas si amis que ça. Hein? Donc déjà, tu vas redescendre. Je suis pas ton ami. Tu me vois prendre mon pied et attaquer des vieilles dames avec nos futurs tatoués sur la poitrine? Je comprends rien de rien à ce qui se passe. T'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de ventre, on sait même pas s'ils chient. Mais célébrer, pourquoi vous voulez célébrer le cinéma? Parce que... Il est pas assez célèbre déjà? Ou il l'est plus assez? Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous dans ce premier mini-épisode du podcast L'Éclipse. Je suis Lucas Rebois et cette semaine je retrouve Vincent Renard. Comment ça va Vincent? Ça va très bien, je te remercie. Et Jordan. Comment ça va Jordan? Ça va et toi? Nickel. Pour discuter du dernier Miyazaki, Le Garçon et le Héron. Mahito. Très librement inspiré du roman japonais de Genzaburo Yoshino. Et vous, comment vivrez-vous, paru en 1937, Le Garçon et le Héron nous narre l'histoire de Mahito, un jeune garçon de 11 ans pendant la Seconde Guerre mondiale qui, après avoir perdu sa mère dans un incendie, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne dans le village où elle a grandi. Il s'installe avec son père dans un vieux manoir situé sur un immense domaine où il rencontre un héron cendré qui devient petit à petit son guide et l'aide au fil de ses découvertes et questionnements à comprendre le monde qui l'entoure et percer les mystères de la vie. Alors pour parler un peu de mon ressenti, on va dire que en général, j'aime beaucoup les films de Miyazaki. Je vais me confesser, je suis même plutôt assez fan des productions qu'il fait. Et Le Garçon et l'Héron ne change pas vraiment grand-chose. C'est-à-dire qu'il y a tous les aspects qui me plaisent chez lui. Je n'y vois pas grand-chose de nouveau, mais je ne trouve pas qu'il ait suffisamment eu de répétitions dans sa carrière pour que ça me dérange. Donc il y a énormément de détails qui sont faits sur l'animation, notamment l'animation des visages, qui je trouve un des éléments qui me touche le plus chez ces films, c'est les micro-mouvements qu'il va faire au niveau de la bouche, du nez, des yeux, qui sont pas des éléments qu'on retrouve naturellement, qu'on peut notamment retrouver dans d'autres productions Ghibli, c'est assez absent, mais cette attention qu'il a sur les détails, je trouve, apporte une forme d'émotion très profonde qu'il peut y avoir. C'est des petits éléments, il n'a pas besoin de grand-chose pour justement te faire ressentir l'état des personnages, te faire souvenir d'une scène par rapport à un petit mouvement qu'il a pu avoir. Et évidemment, le moment déclencheur où il va y avoir une bascule vers le fantastique, et où tous ces éléments-là vont s'accompagner comme une espèce de voyage intérieur sur la façon dont il va un peu gérer le deuil, où il va lui-même, on aura justement peut-être des discussions à avoir sur les interprétations qu'on a eues, mais sur la façon dont il va essayer de gérer le deuil intérieur, en revenant sur des éléments de la famille, en faisant des espèces de mélanges temporels entre des personnes qu'il a connues, des personnes qu'il a perdues, et des personnes qu'il n'a entendues finalement qu'une seule fois. Et cette espèce justement d'avancée onirique dans une histoire où les règles s'étiolent, enfin se construisent et se déconstruisent au fur et à mesure, comme justement le moment où il arrive dans ce nouveau monde, cette espèce de l'autre côté du miroir, où il est devant ce portail, où il est dit « N'essayez pas de comprendre les règles, sinon vous allez mourir ». Alors je cite de souvenir, hein, je suis plus sûr si c'est ça mot pour mot, mais je trouve que c'est un mantra que j'ai trouvé, qu'il a réussi à tenir durant la seconde moitié de ce film, qui m'a beaucoup touché, et qui, j'aurais un peu du mal à détailler, et qui, à mon sens, alors du coup je vais juste venir sur ce petit défaut, perd un petit peu, c'est-à-dire qu'il aurait pu garder cette espèce de non-obligation d'interprétation. Quand tu vois une jeune fille qui utilise du feu, c'est à toi d'imaginer s'il s'agit de sa mère, d'un souvenir de sa mère, ou de sa mère effectivement plus jeune, et qu'il s'agit au fait d'un fantastique réaliste, au fait où sa mère est rentrée dans ce monde en ayant tout oublié. Mais le fait que ça soit expliqué à la toute fin, je trouve n'était pas obligatoire. Mais malgré ce petit détail, c'est un film qui m'a pris du début, très réaliste et très émouvant, très silencieux aussi, jusqu'à, on va dire, les excès qu'on lui connaît à la fin.
Voilà. T'as dit quand même pas mal de choses sur lesquelles je suis plutôt d'accord, notamment sur la question de la mer. Alors bon, il y a toute la dimension très oedipienne du film. En fait, tout c'est double surtout. C'est surtout ça qui est assez étonnant parce que il y a cette histoire dans le monde réel, parce qu'il y a toujours des parallèles qui sont faits entre le monde réel, la dimension le monde fantastique du héron, enfin, je dis le monde du héron, mais c'est pas lui, mais celui où il est emmené par le héron. Il y a énormément de parallèles qui se font, notamment, bon, comme tu l'as expliqué plutôt bien, dans le monde réel, il y a déjà cette histoire de double entre son père qui se remarie avec la sœur de la mère du personnage, et sa sœur qui lui ressemble beaucoup, qui ressemble beaucoup à la mère, vous aurez compris. Mais au-delà de ça, il y a aussi cette histoire dans le monde fantastique, c'est tous ces doubles en fait qui se retrouvent, et en même temps, bon, on en retrouve pour divulgacher la fin. Il se trouve que le personnage féminin, qui est une adolescente à peu près de son... Enfin, même des jeunes ados, hein, il a 10 ans, je crois, 10-11 ans, le héros, dans le film. Il rencontre une fille de son âge qui va l'aider, et en fait, on va comprendre que à la fin, les personnages qui sont dans ce monde fantastique peuvent s'échapper par des portes qui les téléportent à différentes temporalités du monde réel, dans différentes dimensions, etc. Et à ce moment-là, on comprend qu'en fait, elle va devenir sa mère, et que du coup, le décès de sa mère, le rapport au feu, ne serait peut-être pas exactement un décès, et c'est assez étrange. Le film fonctionne de façon un peu circulaire. Enfin, il y a une boucle qui se crée à la fin, parce que la fin du film amène au début et à la perte au décès de la femme. Mais il y a tout un rapport que je trouve très étrange au deuil, qui est au final pas particulièrement l'idée d'acceptation de la mort ou de l'absence, mais plutôt quelque chose de l'ordre de... comme si tout était un cycle continu, et que tout s'emboîtait, tout était lié, et au final, j'ai du mal à... Évidemment, le film évoque et part à partir de la question du deuil, mais j'ai du mal comme certains ont pu le citer, j'ai pu lire sur Twitter des gens dire oui, ce film m'a rappelé le deuil de proches, etc. J'ai beaucoup de mal avec ce rapport-là au film, parce que si on nommait la toute première partie du film avant qu'il rentre dans le monde fantastique, où là on est sur une approche beaucoup plus réaliste, comme tu le disais, et d'ailleurs Miyazaki aime bien faire ça, montrer des personnages enfants qui perdent leurs parents, enfin je pense à Chihiro notamment, mais Totoro aussi, tout ça, enfin il y a cette question de l'absence en tout cas du parent, de l'effondrement du monde de l'enfant. Mais j'ai du mal à voir le deuil comme thématique centrale du film. Je pense que c'est peut-être le point de départ, mais ce que je reproche au film, c'est justement de pas y aller à fond dans tout ce qu'il aborde. Je trouve qu'il reste très en surface, je trouve qu'il évoque pas mal de choses, sans y aller aussi frontalement qu'il pouvait le faire dans d'autres films, que Miyazaki pouvait le faire dans d'autres films, ce qui fait que, évidemment, techniquement, c'est un film qui est magnifique, qui est extrêmement propre, qui est très agréable à regarder, qui est très beau, très poétique, mais au final, je suis sorti de la salle, je l'avais oublié 20 minutes après. Et c'est quand même terrible pour un Miyazaki, qui est quand même peut-être le plus grand réalisateur de films d'animation encore en vie, ça fait, comme tu l'as dit, ça fait 15 fois qu'il prend sa retraite et 15 fois qu'il revient, mais je veux dire, est-ce que Papy Miyazaki commencerait pas à plus être au top de sa forme, quoi? À faire un film qui est beaucoup moins radical que ce qu'il a pu proposer avant, une proposition qui est beaucoup moins radicale. Alors moi, du coup, j'ai un rapport assez particulier avec les films de Miyazaki, dans le sens où, en règle générale, de toute façon, c'est pas forcément un réalisateur qui me touche particulièrement. C'est pas, je saurais pas comment expliquer, mais en fait, il y a quelque chose chez lui. Tu parlais, Lucas, qu'il n'était pas assez radical dans Le Garçon et le Héron. Je sais pas si je suis d'accord avec ça. Alors disons que c'est sûr que dans ses films précédents, quand il va dans un univers, il y va à
fond, comme dans Chihiro par exemple, où il va dans cet univers assez particulier dès le départ, et pour le coup, on a l'impression qu'on les voit dans toutes ses coutures, alors que ici, dans Le Garçon et le Héron, sur 2 heures de film, j'ai pas vérifié exactement, mais je pense qu'il doit arriver dans cette espèce de monde parallèle un peu fantastique au bout de la moitié du film. Mais je trouve qu'il y a une certaine forme de radicalité justement à l'idée de faire un film sur le deuil, parce que tu dis que c'est pas comment expliquer le thème central. Je trouve que ça reste le thème central dans le sens où quand même toute la première heure, c'est sur cette espèce de, bah voilà, le deuil, cette espèce de dépression de Mahito pendant 1 heure de film où tout est gris, tout est triste, il a perdu sa mère, en plus il revoit son père refaire sa vie avec sa tante, dont c'est sous-entendu qu'elle ressemble énormément, enfin c'est pas sous-entendu d'ailleurs, c'est dit explicitement qu'elle ressemble beaucoup à sa mère. Et il y a tout un côté où lui, il voit toute sa vie, enfin la vie de sa mère un petit peu disparaître, et enfin tout le monde est un petit peu passé à autre chose sauf lui. Et je trouve que c'est assez radical de faire un film très lent comme ça dès le départ, où Mahito va être, va être vraiment un être à part. Je trouve que pour le coup, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent lors d'un deuil. Alors tu tu viens de te moquer des gens qui font des rapports avec leur deuil pour avoir fait un rapport avec le deuil. Je trouve qu'il y a ce côté justement un petit peu solo monde pendant un deuil où tu te retrouves, bah, tu as l'impression que le monde tourne plus rond, qu'il tourne plus en même temps que toi, et c'est assez particulier comme sensation, et je trouve que c'est plutôt bien ressenti. Moi personnellement, c'est la partie que j'ai préférée dans le film, justement peut-être parce que c'est la plus réaliste. Je saurais pas trop comment expliquer. Et c'est justement à partir du moment où il arrive dans cette espèce de monde un peu fantastique, où un petit peu comme d'habitude avec Miyazaki, pour moi, je finis par décrocher, où comme tu as dit, c'est très beau, techniquement c'est hyper maîtrisé, Miyazaki, il a vraiment, voilà, c'est vrai qu'il a un certain don pour dépeindre des univers originaux, fantastiques. Le mec, il y croit à fond. Il te fait des oiseaux perruches qui font 3,12 m et qui sont à moitié nazis. Enfin, ouais, il y a vraiment quelque chose de l'univers, de l'imaginaire de Miyazaki qui fonctionne. Mais personnellement, ça me touche pas. Ça me touche pas du tout. C'est vraiment quelque chose, je suis complètement passé au travers. Ouais, c'est beau, c'est bien, mais personnellement, une fois ça passé, je fais OK, et alors? Et le problème que j'ai avec cette partie, c'est le problème que j'ai avec presque toute la filmographie de Miyazaki. Alors, j'ai pas vu tous ses films, j'ai dû en voir à peu près la moitié. Et c'est souvent ça. C'est souvent des ouais, et alors quoi? Enfin, j'ai pas l'impression d'en tirer quoi que ce soit. Et un peu comme toi, Lucas, malheureusement, ça fait c'est pas tout à fait une semaine que j'ai vu le film, et honnêtement, bah, il m'a pas marqué, il m'a pas touché. Alors, à part cette première heure, qui pour le coup m'a vraiment touché, et je pense que c'est ce que je garderai le plus de Le Garçon et le Héron. Mais pour le coup, dès qu'on arrive dans ce monde fantastique, moi personnellement, je décroche. Après, ouais, ce côté boucle, ce côté contradiction entre son monde et ce monde fantastique où justement, alors des petits oiseaux mignons deviennent des gros oiseaux monstrueux, sa mère tuée par le feu. Là, le contrôle et permet de voilà de se sauver de certaines situations. Il y a pas mal de petites choses comme ça qui s'inversent. C'est vrai qu'il y a tout un jeu sur le double. Rien qu'au départ, avant même d'arriver dans ce monde, quand il arrive dans l'espèce de château là du héron, qui a transformé sa tente en flaque d'eau ou je sais pas trop quoi. Bon, il y a vraiment pas mal de choses par rapport au double, mais voilà, c'est pas quelque chose qui me touche. Moi, toute l'histoire avec l'oncle, ou enfin l'espèce de vieux sage qui contrôle les mondes ou je ne sais quoi, qui fait enfin voilà, ouais, il contrôle. Enfin, et alors, franchement, moi, tout ça, ça m'intéresse pas. Alors après, j'ai lu pas mal d'interprétations intéressantes, hein, par rapport au rôle de ce vieil homme qui représenterait Miyazaki et sa position dans Ghibli, etc. Qui serait prêt, enfin qui dirait dans ce film qu'il est prêt à donner sa place à quelqu'un d'autre pour reprendre les rênes de Ghibli. Genre à son fils? Bah, genre à son fils. Alors j'espère pas, parce que les films de son fils sont catastrophiques. Enfin, pour le coup, voilà, j'espère qu'il les donnera pas à son fils. Mais, mais bon, après, si c'est ce message-là qui est donné, pourquoi pas. Après, dans les faits, c'est vrai que Ghibli sans Miyazaki, et j'ai oublié le nom du mec qui faisait des très bons films Ghibli avant lui, qui est décédé là il y a quelques Takahata. Takahata, voilà, exactement. Enfin voilà, Ghibli, c'était l'âme de Ghibli pour moi, c'était quand même ces deux-là, et on voit bien que quand ils font pas de film, Ghibli, c'est quand même pas grand-chose, quoi. Et bon, reprendre les rênes de Ghibli, pourquoi pas.
Après, il va quand même falloir quelqu'un qui ait les épaules solides. Je suis pas un grand fan de Miyazaki. Pour le coup, je préfère Takahata de loin. Mais il représente quand même quelque chose. Je sais que c'est un réalisateur adulé par tout un tas de personnes. Il représente un imaginaire. Tout le monde, quand on dit l'imaginaire Ghibli, c'est pas vraiment l'imaginaire Ghibli. En fait, on parle d'imaginaire Miyazaki, très clairement. Après, voilà, moi, Miyazaki, si c'est ça qu'il a voulu dire dans Le Garçon et le Héron, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Moi, personnellement, je m'en fiche un petit peu, mais bon, ça, c'est purement personnel. Je retiendrai quand même cette première heure. Je retiendrai aussi cette scène quand il court vers l'hôpital, au tout début du film, hein, quand il apprend que l'hôpital a flambé, là. Toute cette scène où tu as l'impression qu'il se déplace au sein de fantômes, etc. Je sais pas pourquoi cette scène m'a fait penser à Oppenheimer. Quand Oppenheimer, après qu'ils aient lâché la bombe sur Hiroshima et Nagasaki, ou seulement Hiroshima d'ailleurs, enfin je ne sais plus, il fait une sorte de conférence de presse et il a des espèces de flashs en fait de japonais calcinés, brûlés, etc. à la place des journalistes en face de lui. Et je sais pas pourquoi cette espèce d'imaginaire, au début de Le Garçon et le Héron, m'a fait un petit peu penser à ça. Tout de suite, moi j'ai pensé à Hiroshima. Alors je sais pas, peut-être que je me fourvoie, mais j'ai trouvé ça assez fort pour le coup. Voilà. Après, c'est pas un film qui va me marquer malheureusement, comme presque aucun film de Miyazaki ne m'a marqué. Et voilà. Un truc que je voulais répondre pour juste un petit détail par rapport à, je pense que pour préciser ma pensée tout à l'heure quand sur laquelle tu rebondissais, sur le manque de radicalité et plutôt le fait que ce soit pas un film sur le deuil aussi radical que ce à quoi on peut s'attendre avec Miyazaki. Alors je vais juste préciser un peu plus ce que j'entends par là, c'est-à-dire que quand tu prends des films comme Chihiro, déjà ce que tu disais, juste pour venir là-dessus, Jordan, sur la première heure, c'était très intéressant parce que je suis complètement d'accord avec le fait que la première heure est la plus touchante et la plus intéressante, c'est-à-dire celle avant que ça se passe dans le monde fantastique, quoi. Parce que, et c'est là où Miyazaki pour moi avait toujours été très fort dans ses autres films, c'est qu'il arrive à te prendre aux tripes même quand t'es un adulte et que tu regardes Chihiro, il arrive à te remettre confronté face à des peurs enfantines mais qui sont universelles. La peur de perdre tes parents, la peur... je pense par exemple à Chihiro, le moment qui a terrifié la plupart des gosses dont moi, c'est ce moment où au début ses parents se transforment en cochons et tout, c'est horrible parce que ça résonne dans des peurs universelles qui sont enfantines, c'est cette peur de te perdre, de perdre tes parents, dans le sens les perdre même de vue, quoi, juste te perdre physiquement, enfin toute cette façon de... Et je pense que c'est pour ça que la première scène du film, où t'as le gamin qui perd sa mère dans l'incendie, je me demande si c'est pas un bombardement au napalm, comme on peut les voir par exemple dans... Le tombeau des Lucioles, mais je suis pas certain parce que on voit pas tant la guerre que ça dans le film, donc c'est peut-être simplement un incendie accidentel, même si ça se passe pendant la guerre. Et je trouve que là, c'est d'une puissance le moment où le gosse arrive, t'as l'hôpital en flammes, tu sens cette détresse en fait, et dans l'animation, et juste après, même dans le silence, l'enfant mutique qui est juste après, son rapport avec sa nouvelle belle-mère, tout ça, tu comprends la souffrance d'un enfant, tu peux te mettre à la place, comprendre en fait, même si tu l'as pas vécu, ressentir, en fait, ça te prend aux tripes, tu vois. Et c'est ça ce que je reproche à ce film, c'est que d'habitude Miyazaki quand il traite de l'enfance, parce que bon, tous ses films, la plupart de ses films évidemment traitent de l'enfance, mais Porco Rosso ou des trucs comme ça, c'est pas forcément centré là-dessus, mais la plupart des films arrivent à te faire remonter des peurs enfantines, des inquiétudes, bref. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et je trouve que dans ce film-là, en fait, ça commence, la première heure, oui, est terrassante, et dès que ça part dans le monde fantastique, en fait, t'en as un peu plus rien à foutre. Et c'est pour ça que la fin, comme je disais, qu'en fait, le deuil, c'est un processus long qui demanderait, une forme d'acceptation, et la façon dont Maito, le héros, finit par accepter la place de sa belle-mère, parce qu'il y a aussi cette question-là, c'est-à-dire qu'il y a aussi la question du remplacement. C'est pas un deuil comme un autre, c'est pour ça que c'est assez particulier de comparer ça avec n'importe quel deuil, de dire c'est vraiment le deuil d'une mère dans un contexte comme celui-ci, et qui du coup implique aussi... De la perte d'une mère.
d'accepter l'arrivée d'une nouvelle belle-mère, qui arrive aussi simplement quelque chose qu'ont pu vivre des enfants dont les parents ont divorcé simplement. Et le fait d'être un peu d'un côté la troisième roue du carrosse de la famille, mais en même temps de devoir accepter la place de mère que prend cette inconnue, ou en tout cas cette étrangère. Enfin, même si en l'occurrence c'est sa tante dans le film, mais il ne la connaît pas au début du film, il la rencontre. Et je trouve ça très fort, que ce sont des thématiques très fortes, mais qu'en fait, c'est éclipsé d'un seul coup quand il va dans le monde fantastique, il part sauver sa belle-mère, et ça arrive d'un seul coup comme ça, comme un cheveu sur la soupe, c'est-à-dire que on n'assiste pas au processus en fait d'acceptation du deuil. On pourrait dire, c'est pour ça que j'ai du mal à dire que c'est un film dont le deuil est autre chose que le point de départ de l'intrigue, parce que j'ai pas ressenti dans mes tripes, je ressentir comme je l'exprime au début, comme la façon dont Miyazaki arrive à le faire aussi avec autant de brio dans ses précédents films. Là, je l'ai pas ressenti, j'ai pas ressenti cette douleur, j'ai pas ressenti ce cheminement intérieur, j'ai juste ressenti, j'ai ressenti cette absence, comme tu disais, Snack, l'espèce de dépression, du deuil, la colère et tout ça, je l'ai ressenti au début du Gosse, mais à partir du moment où on passe dans ce monde qui est censé être plus ou moins un monde allégorique de tout ce qui se passe dans le monde réel, et je ne ressentais plus rien du tout. Bon, je pense qu'on peut faire des parallèles, là vous me direz, je viens de penser à ça, mais aussi avec les oiseaux et tout, il y a quelque chose un petit peu, la monarchie des oiseaux, là, ça m'a fait un petit peu penser au Roi et l'Oiseau, dans l'esthétique. Oui, ça c'est rapide. des éléments qui sont... Bon, moi je trouvais ça assez clair, enfin, il avait déjà fait ça Il y avant. avait un hommage, ouais. Je te laisse oui. dire sur ce que je disais, Vincent. Ben, là-dessus, je reviendrai sur un tout petit détail qu'avait dit Snack et que tu as aussi parlé sur justement cette scène où Mahito va courir jusqu'à l'hôpital en feu, qui justement, moi, m'a beaucoup fait penser à ce que pouvait faire Takahata, là où Miyazaki avait, on va dire, une cohérence globale esthétique entre tous ses films, c'est-à-dire que même s'ils avaient des sujets différents, des personnages, etc., le visuel était toujours le même, alors que Takahata, ben, même si tous ses films ne sont pas égaux, il avait, lui, plus de recherche, on va dire, esthétique, il expérimentait plus de choses, même avec des petits films comme Mes voisins, les Yamada, ou justement, comme le très connu, Le conte de la princesse Kaguya. Là, je trouvais que c'était une petite incursion, je sais pas si c'est un hommage ou pas à son ami cinéaste décédé, mais c'est vrai que c'est une scène qui a beaucoup marqué les gens, je pense surtout parce qu'elle est assez surprenante et elle est assez puissante par la différence qu'il fait avec tout le reste de sa carrière et de ce film. Maintenant, pour revenir, et j'entends un peu ce que ça peut être, c'est-à-dire que les films de Miyazaki, et celui-là surtout, c'est des films très sensitifs, donc on peut justement être pas du tout touché, comme Snack a pu dire, ou être touché par certains films précédents, et pas par celui-là, et je peux comprendre parce qu'il a une place assez particulière, dans le sens où il y a une vraie dichotomie entre la partie 1 et la partie 2, mais moi je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que ça soit vraiment séparé et le fait qu'il n'y ait pas de lien. Parce que tous les éléments fantastiques commençaient à arriver déjà dès la partie 1, avant même qu'il rentre dans l'autre monde. Et justement, le personnage du héron qui lui dit ta mère n'est pas morte, elle est encore là, et tu peux la revoir. Et je pense que c'est justement cet élément-là qui le fait aller dans le monde fantastique, c'est que certes, il vient pour sauver sa tante, mais il se dit finalement, je pourrais peut-être aussi sauver ma mère, je pourrais peut-être la retrouver, ou peut-être même, et ça justement, c'est là où peut-être ça parle plus à l'intérieur, je pourrais peut-être échanger ma tante, quand bien même, elle est avec le héron, si ça se trouve, il va pouvoir me proposer quelque chose d'intéressant. Et au moment où il va rentrer dans le monde, dans l'autre monde, pour moi, c'est un moment où tu fais un choix, soit tu essayes vraiment de te plonger dedans et d'essayer de tout comprendre, soit tu te laisses un peu porter. Mais je peux tout à fait comprendre qu'on ne soit pas touché parce qu'il n'y a pas eu, on va dire, une installation aussi forte que ce qu'il pouvait y avoir dans Chihiro, par exemple, ou dans des univers un peu novateurs comme Mononoke. Mais pour revenir vraiment, alors ça remonte un petit peu par rapport à ce que tu as dit, Lucas, tout ce que tu avais dit sur le fait que ouais, le deuil était pas vraiment bien traité dans la seconde partie, ou en tout cas un peu en tout cas un peu à côté, en tout cas pas aussi fortement, pas de façon aussi poignante que la première. Ben je trouve que justement cette fin, ça donne une espèce de côté comment on pourrait dire ça,
pas absolutiste, mais le croisement de ses temps, le fait qu'il arrive à revoir sa mère à une époque où finalement elle ne le connaissait pas encore, mais étrangement quand ils se parlent, tu ne sais évidemment c'est toujours un aspect qui ne sera pas expliqué, mais moi je l'interprète comme si quand bien même c'est une enfant, elle sait déjà qu'elle va avoir un enfant, elle sait déjà que ça va être le Maito qu'elle vient de rencontrer, et, euh, et donc t'as un peu un côté Maito par ce croisement des temps, par cet homme vieux, sa mère jeune, ou alors sa servante dans un entre-deux âges, lui justement il se dit mais tout ça peut-être c'est un peu inéluctable et c'est je pense de façon, et là je suis assez d'accord, très rapide, une façon de présenter le deuil comme étant le fait d'accepter quelque chose qui n'aurait pas pu être autrement en fait. Et que malgré ça tous les sentiments, on va dire un peu fait comme une émulsion dans la seconde partie, entre la relation entre lui et sa mère, mais plus jeune, ou avec d'autres personnages plus fantastiques comme des oiseaux, des hérons, etc., pourrait te faire ressentir. Parce que c'est là, moi, où j'aime beaucoup le film, c'est le fait qu'il va pas, et du coup, fait que certains peuvent être moins touchés, il va pas appuyer sur certains aspects émotionnels. C'est presque toi qui vas voir cette profusion et que tu vas interpréter à ta propre façon, que tu vas ressentir sur différents aspects. Et où, je pense que peut-être que vous le sentez là depuis 5 minutes, j'ai un peu du mal à mettre des mots parce que c'est vraiment quelque chose où j'avais des images qui s'enchaînaient, des émotions intérieures, mais qui étaient très difficiles à analyser, très difficiles à expliquer. Et je peux comprendre que si on n'aime pas Miyazaki en général comme Snake, on se trouve pas touché, ou justement, si jamais on n'est pas rentré dedans par un élément précis, et ben on n'arrive pas totalement à accrocher, on se retrouve assez hermétique à la chose. Mais voilà, là-dessus, je pense qu'on pourrait tous être d'accord. La première partie est vraiment une partie assez excellente et je suis moi-même plutôt tenté à l'apprécier par rapport à la seconde, sur des micros-éléments. Mais par exemple, quand tu vois Maito qui pendant une longue séquence totalement silencieuse où il va s'allonger sur son lit, tu le vois s'endormir et ensuite tu le vois avoir des larmes qui commencent à ressortir comme peut-être des éléments que nous-mêmes on a pu sentir sur le fait de commencer à s'endormir, mais pas totalement, avoir des souvenirs qui remontent et commencer à pleurer. C'est des petits éléments très réalistes, mais très forts. Et je pense que c'est peut-être justement sa grande force, c'est prendre des éléments qui, comme tu l'as dit, pour Chihiro étaient, on va dire, plus des peurs intérieures, mais là, plutôt des éléments, on va dire, de vie qu'on a pu avoir, qui viennent énormément nous toucher, par rapport à une seconde partie, là, par contre, beaucoup plus en intérieur, et peut-être beaucoup plus, et trop, je ne sais pas, en tout cas moi ça ne m'a pas posé problème, peut-être trop en profondeur, hein, où il ne va pas assez surligner ou creuser certains éléments qui auraient été intéressants. J'avoue que c'est pas quelque chose qui m'a dérangé, mais je trouve que les 3 avis qu'on donne peuvent donner une vision assez globale du film sur qu'est-ce qu'il propose et comment on peut l'interpréter personnellement. Donc je vais mettre un petit peu d'eau dans mon vin. Je pense pas que je vais comment expliquer. J'ai peut-être donné la sensation que je n'aimais pas trop Miyazaki. C'est pas que je n'aime pas Miyazaki, c'est que en fait ces films ne me touchent pas. Enfin depuis tout à l'heure, enfin voilà, je fais un constat. On parle de Porco Rosso, on parle de Chihiro, on parle de Mononoke. Enfin je vais en faire sauter plus d'un en l'air. J'ai vu les films il y a quoi? Il y a 1 an ou 2 ans, je sais plus. Je me rappelle quasiment de rien, de tous ces films. Genre à part que Porco Rosso c'est un cochon, que dans Chihiro il y a des cochons et Mononoke à un moment donné il y a un grand loup machin, mais en vrai je me rappelle de rien de ces films. Et en fait c'est vraiment le grand souci que j'ai avec Miyazaki. En règle générale c'est vraiment ouais il a des super univers, il y a une certaine opulence visuelle dans ce qu'il montre, etc. Mais c'est vrai que ça ne me touche pas. Et pour revenir sur cette deuxième partie, moi, de Le Garçon et le Héron, je suis parfaitement d'accord avec Lucas, pour le coup, désolé Vincent, mais c'est vrai que ce côté, en fait, toute la partie acceptation du deuil, etc., je pense qu'elle y est, parce qu'en un sens, il décide de faire remplacer sa mère, entre guillemets, par sa belle-mère, donc par sa tante. Il y a même ce côté où on pourrait supposer que quand il laisse partir le double de sa mère, c'est une certaine manière de laisser partir sa mère. Mais c'est vrai que moi, je suis un petit peu resté sur ma faim. Et comme dit Lucas, en plus, il y a beaucoup de choses qui, pour moi, tombent un petit peu comme un cheveu sur la soupe, dans le sens où il veut aller sauver sa tante. Ça, c'est parfaitement... Enfin, ça me choque pas. Et c'est vrai qu'en fait, à partir du moment où il se donne cet objectif de vouloir sauver sa tante, qui a été plus ou moins kidnappée par le héron, en fait, le film ne se base plus que sur ça. Et le reste, ça va être des réminiscences visuelles on va dire de son monde à lui dans le monde fantastique et inversement. Mais c'est vrai que
enfin moi c'est vraiment des choses qui me touchent pas et c'est vrai qu'on reste un petit peu sur la fin. Enfin moi je reste un petit peu sur ma fin par rapport à l'acceptation du deuil, par rapport à ce qu'on fait de ce deuil. Enfin, je veux dire, moi je vais quand même dire une chose, Le Garçon le Héron, c'est peut-être le premier film que je vois de Miyazaki où à un moment donné je suis ému. Sincèrement ému devant quelque chose et t'en as parlé, c'est la séquence où Maito se met à pleurer en pensant à sa mère. Enfin moi j'ai trouvé ça vraiment, ça m'a brisé le cœur. C'est peut-être le seul moment de toute la filmographie de Miyazaki où j'ai ressenti quelque chose et c'est du coup le dernier de Le Garçon et le Héron. C'est-à-dire que de mémoire, après ça, on enchaîne quand même assez rapidement sur ce monde fantastique et puis derrière, malheureusement, émotionnellement, c'est l'encéphalogramme plat, quoi. Je veux dire, moi, le film s'est terminé et c'est vrai que malheureusement, il s'est terminé. Je me suis dit, ok, et qu'est-ce que je peux bien en tirer de cette deuxième heure? Encore une fois, la première heure, je la mets un petit peu à part. Qu'est-ce que je peux tirer de cette deuxième heure? Et c'est un peu dommage parce qu'en plus, sur le moment, je m'ennuie pas du tout. C'est pas du tout la question. J'aime bien ce que je vois. Je trouve ça beau. Je trouve ça, mais c'est vrai que voilà, je me répète beaucoup, mais ça me touche pas du tout. Et par contre, je mets quand même un petit bémol sur effectivement ce qu'il fait de ce deuil, cette gestion du deuil où, pour moi, comme je l'ai déjà dit ou comme a déjà dit Lucas, pour moi, il va pas au bout du truc et je trouve que c'est un petit peu dommage.